Radio J. Réfoy. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plus cancéreux que moi tu meurs, écrivait le grand Pierre Desproges. Le cancer représente dans les sociétés occidentales la première cause de mortalité, juste devant et quasiment à touche-touche, 37 et 36% avec les maladies cardiovasculaires. On savait que de nombreuses substances fort diverses, allant de l'alcool aux pesticides, en passant par l'amiante, le goudron, pouvaient favoriser ou déclencher des cancers, mais on ne savait pas jusqu'aux années 60 que des microbes, les bactéries, les parasites, les virus et plus largement des infections étaient responsables de 5 à 30% de l'ensemble des cancers. C'est cette histoire passionnante d'hommes et de découvertes d'aventuriers de la science, comme ils les appellent, que nous conte dans un ouvrage au titre explicite « Microbes et cancers, les liaisons dangereuses » aux éditions Odile Jacob, le professeur Antoine Gessin. Bonsoir professeur. Médecin et virologue, directeur de l'unité de recherche épidémiologie et physiopathologie des virus oncogènes à l'Institut Pasteur. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Tout de suite, c'est l'heure. Bonsoir, docteur Serge Rafale. Bonsoir, j'ai oublié Nicolas. de vous saluer. La première partie, l'entretien avec vous pour ce Réfoy. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Professeur Gessin, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir après avoir lu avec énormément d'intérêt votre ouvrage très complet sur les relations entre certains virus et le cancer. J'ai été bien sûr amené à opérer un choix qui laissera aux auditeurs, futurs lecteurs, le plaisir de découvrir l'ensemble. J'ai extrait 4 chapitres sur les 11 qui constituent votre travail. Nous allons parler d'un virus, l'Epstein-Barr virus, des rétrovirus, dont vous êtes un des spécialistes reconnus, d'une bactérie, Helicobacter pylori, responsable des gastrites et des cancers de l'estomac. Nicolas, dans la partie magazine, évoquera les papillomavirus. Alors, auparavant, je souhaiterais que vous nous définissiez quelques termes qui vont être utiles, voire indispensables à la compréhension de notre entretien. Le microbe, d'abord, c'est un terme ancien, je crois que ça date de 1878. Absolument, je suis absolument ravi d'être là. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, le microbe vient du mot micro, petit, et bio, la vie. Donc, c'était des petits agents, des petits animaux qui avaient été vus plutôt en microscopie optique. C'était donc les plus petits éléments que l'on pouvait voir au microscope. Alors, on trouve des virus, on trouve des bactéries, on trouve des parasites. Des parasites. Alors, au début, bien entendu, avec le microscope optique, disons, qui a été découvert dans les années 1850, globalement, on pouvait voir assez rapidement, dans les années 1850, on s'est mis à voir beaucoup de bactéries assez facilement. Les parasites, il y en avait qui étaient déjà très gros, donc on les connaissait depuis longtemps. Par contre, les virus, on ne les a mis en évidence que dans les années 1940. On n'a pu les voir qu'avec l'avènement de la microscopie électronique. Sinon, on ne les voyait pas. C'était ce qu'on appelait les agents ultrafiltrables, qui étaient trop petits pour qu'on les voie au microscope classique, optique. Comme avec une grosse loupe, on ne voyait rien du tout. Le cancer, lui, recouvre un ensemble de tumeurs bien différentes. Absolument. Alors, il faut bien comprendre qu'on a d'abord les tumeurs bénignes, des lipomes par exemple, ou des verrues, et puis on a des cancers, ce sont des proliférations un peu anarchiques de cellules qui échappent complètement à ce qu'on appelle, dans un terme un peu pompeux, l'homéostasie cellulaire, et donc ce sont des maladies tumorales, des tumeurs malignes, qui peuvent envahir l'organisme. Quand elles envahissent l'organisme, on parle de métastases, et on sait très bien que malheureusement les métastases sont de très mauvais pronostics, donc c'est un terme qui existe depuis fort longtemps, et malheureusement qui représente, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de l'ordre de 400 000 personnes, par exemple en France. C'est une des principales causes de mortalité, même si on a fait des progrès, bien entendu, considérables dans certains cas. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots le phénomène de la cancérisation d'une cellule? Alors, en général, on parle d'une cellule normale, bien entendu. Ça peut être n'importe quelle cellule dans l'organisme. Et par la suite, vous avez des agents, et en particulier, en général, on a une atteinte de l'ADN des cellules qui vont devenir des cellules cancéreuses, et progressivement, par des étapes successives,
c'est souvent ce qu'on appelle en anglais des multi-step carcinogénesis, donc des carcinogénèses à multiples étapes. On a d'abord une atteinte souvent de l'ADN, après on peut avoir d'autres cofacteurs qui petit à petit vont transformer la cellule, vont l'immortaliser, faire qu'elle devienne autonome et ensuite envahir éventuellement à plus ou moins, avec une rapidité plus ou moins évolutive, donc l'organisme de la personne infectée. Ça va nous aider un petit peu plus tard. Là, vous avez évoqué l'ADN. Pendant toute la période du Covid, on a surtout entendu parler de l'ARN. Absolument. Donc là, on va voir tout à l'heure, par exemple, que dans les agents infectieux qui peuvent être associés à des cancers, on peut avoir des virus dont le matériel génétique est de l'ADN, par exemple les papillomavirus ou l'hépatite B, alors qu'on a aussi des virus dont le matériel génétique peut être de l'ARN, comme les rétrovirus, par exemple, ou enfin d'autres. Donc, c'est deux choses assez proches, mais bien entendu différentes. Et en général, de l'ADN découle l'ARN, alors que pour certains virus, il y a un phénomène de rétrotranscription un peu complexe. C'est ce qu'on appelle les rétrovirus, comme le VIH ou l'HTLV1. Alors, un mot sur les causes des cancers. Là, on apprend dans votre livre, finalement, les cancers génétiques sont rares, en réalité. Globalement, les cancers qui sont liés vraiment à une anomalie génétique, ça représente de l'ordre de quelques pourcents. Ça varie un petit peu selon les populations. On en connaît un avec le sein en particulier. Voilà, donc le cancer du sein, ça a été pas mal médiatisé, si j'ose dire, dans la presse people, comme je le dis, parce qu'il y a des gens il y a des femmes qui se sont fait enlever donc les seins ou aussi, au niveau des ovaires aussi. Donc de façon à prévenir, parce que la pénétrance, c'est-à-dire le risque que l'on a de développer un cancer quand on a cette anomalie génétique est très important. Donc, quelquefois, on prévient ce type de choses. Mais c'est globalement, les cancers d'origine génétique sont des cancers relativement rares, bien entendu. Après interviennent des facteurs étiologiques qui sont nécessaires au développement, qui sont favorisés par des cofacteurs. Absolument. Alors, comme facteur étiologique, on parlera des agents infectieux un peu plus tard, mais c'est avant tout le tabac, par exemple, extrêmement important. L'alcool, bien entendu, des facteurs environnementaux, on a tous entendu parler des pesticides, du benzène, du goudron, de l'amiante, bien entendu, et puis vous avez aussi des facteurs étiologiques de type infectieux, et puis vous avez des cofacteurs, car très souvent, les agents infectieux sont des éléments qui sont absolument nécessaires, mais qui ne sont pas suffisants, ou la cause principale. Il faut d'autres choses, par exemple, certains cancers du foie, l'hépatocarcinome, peut être lié avec un agent étiologique qui est l'hépatite B ou l'hépatite C, le virus de l'hépatite B ou C, mais il faut par exemple des cofacteurs comme l'aflatoxine, qui est quelque chose, une molécule qui est produite par des moisissures que l'on trouve dans certaines denrées alimentaires dans le monde. Et quand on vit dans un pays où il y a pas mal de moisissures de ce type dans les denrées alimentaires, ça favorise l'incidence, c'est-à-dire l'émergence d'un nombre non négligeable de ces tumeurs, mais dont l'agent étiologique, l'agent causal, c'est le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Alors bien sûr, si en plus on a une intoxication alcoolique importante, ça ne va pas favoriser la situation. C'est important parce que vous dites que 30 à 50% des cancers pourraient être évités par le contrôle des facteurs modifiables, dont l'alcool, le tabac, les produits. L'alimentation, pas mal de choses. Oui, oui, absolument. Alors, on va en venir au sujet de votre ouvrage. Vous dites que parmi les 18 millions de nouveaux cancers diagnostiqués chaque année, près de 3 millions ont pour cause un microbe. Absolument. Alors, il y a une chose importante. Il faut d'abord savoir que ce n'est pas tout à fait pareil. La distribution géographique dans le monde de la part des microbes liés au cancer n'est pas tout à fait pareille. C'est-à-dire que dans les pays, on va dire occidentaux, les plus développés, si j'ose dire, c'est de l'ordre de 5 à 10%, comme la France, les États-Unis, l'Australie, le Japon. Par contre, si vous allez plus au sud, et en particulier dans les populations d'origine africaine, ou en Afrique en général, on peut aller, ou en Inde, par exemple, dans d'autres régions, on peut aller jusqu'à 20, 30, voire 35% de tous les cancers qui peuvent être directement liés à un agent infectieux. On voit aussi, donc, que si on peut modifier l'incidence, la fréquence, ou si on peut diminuer la part des agents infectieux, on va diminuer le nombre de cancers, bien entendu. Et on va le voir tout à l'heure avec la vaccination ou des traitements particuliers. Alors, vous expliquez que jusque dans les années 60, donc pas si loin que ça, le lien infectieux est difficilement acceptable. Absolument. Alors, c'est d'ailleurs assez étonnant parce qu'il y avait des scientifiques de très haut niveau qui avaient dans des modèles animaux, des gens qui travaillaient sur les souris, des gens qui travaillaient sur des rats, des gens qui travaillaient sur des poulets. Il y avait beaucoup d'animaux qui développaient en fait des cancers, des tumeurs. Mais on expliquait que les résultats n'étaient pas extrapolables à l'homme. Alors, d'une part, c'était pas évident de démontrer que c'était des virus à l'époque parce qu'on n'arrivait pas
à les visualiser. C'était des agents ultrafiltrables, je vous dis, qui passent à travers des filtres, qui étaient donc plus petits que des bactéries. Et puis d'autre part, extrapoler quelque chose que l'on trouvait chez le poulet ou par exemple chez les rats ou chez les lapins à l'homme n'était pas quelque chose d'aussi simple que ça. Il a fallu attendre les années 60 pour vraiment mettre en évidence les premiers virus associés donc à un cancer de façon étiologique chez l'homme. C'est une découverte absolument fondamentale. Trouver un virus chez une personne atteinte d'un cancer ne prouve pas la causalité. Ce qui est important, c'est d'établir le lien. Alors ça, c'est un phénomène fondamental et l'association, on a tendance à considérer souvent, de prime abord, un peu rapidement, que si on trouve plus fréquemment, par exemple, un agent infectieux dans un certain type de cancer, on pense qu'il y a une association forte, ce qui est vrai, mais cette association ne veut absolument pas dire lien de causalité. Par exemple, les cellules qui se développent dans ce cancer peuvent être plus sensibles à certains agents infectieux sans que ce soit l'agent infectieux qui soit la cause. Donc là, c'est surtout des enquêtes cas témoins, ce qu'on appelle cas témoins, on compare donc des cas avec des témoins, et des enquêtes dites prospectives, c'est-à-dire qu'on suit des populations importantes pendant des années, voire des dizaines d'années, et on voit que les gens qui développent des cancers sont ceux qui, auparavant, ont été infectés. Alors, ça peut être des mises au point sérologiques ou directement la bestiole, les agents infectieux, qui ont développé, qui se sont infectés par ces agents infectieux, qui ont développé par la suite des cancers. Les enquêtes prospectives, c'est extrêmement solide pour montrer un lien de causalité. Et d'ailleurs, dans ce livre, je parle à peu près de 8 à 10 agents infectieux, et je n'ai parlé que des choses qui ont été vraiment démontrées, qui sont extrêmement solides, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui n'ont pas du tout tenu le choc, disons, du suivi et des études médicales. Alors, on va commencer par l'Epstein-Barr virus, parce que c'est le premier virus dont l'association à un cancer a été démontrée. On se rend compte des difficultés auxquelles on peut se heurter. C'est une histoire rapidement, c'est une histoire vraiment extraordinaire. Donc, il y avait un chirurgien anglais qui s'appelait Dennis Burkitt, qui travaillait dans les années 50-60, en particulier en Ouganda, dans l'hôpital de Lugano, donc à côté dans la région de Kampala, capitale de l'Ouganda en Afrique de l'Est, et qui s'est aperçu à plusieurs reprises qu'il voyait donc des enfants, des garçons ou des filles de l'ordre de 4, 5, 6 ans, qui avaient des tumeurs au niveau du maxillaire. Alors, de temps en temps, il en voyait une ou deux, mais quelquefois, il y avait des enfants qui avaient au niveau des 4 maxillaires. C'était quand même très bizarre. Donc, il a commencé à analyser tout ça, il a regardé tous les cas, et il s'est aperçu qu'en fait, cette maladie, c'est quelque chose qui existait, qui pouvait aussi exister dans d'autres régions anatomiques de personnes. Et petit à petit, il s'est dit que c'était une nouvelle maladie que l'on n'avait pas décrit. Il a fait des topos en particulier en Angleterre, quelques années après avoir décrit dans la littérature médicale ces formes un peu bizarres de cancer de l'enfant. Et à ce moment-là, dans l'assistance, alors qu'il y avait une quinzaine de personnes, c'était dans l'hôpital Middlesex, donc à Londres, il y avait un homme appelé un anatomopathologiste, donc un médecin qui faisait des diagnostics anapathes et qui faisait aussi de la microscopie électronique et qui avait travaillé un petit peu sur les agents infectieux qui donnaient des cancers chez les animaux, dont on a parlé tout à l'heure. Et il s'est dit, attendez, là, il y a peut-être quand même un agent infectieux. Donc, il a commencé à demander à Burkitt de lui envoyer, donc par l'avion, c'était l'avion qui venait d'Entebbe et qui arrivait à Londres, des biopsies, des petits fragments. Il mettait ça en culture, il essayait de mettre ça en culture. À l'époque, on ne savait pas bien faire des cultures cellulaires, c'est très important. Maintenant, n'importe quel étudiant peut faire ça. Jusqu'à 1970, on ne savait pas le faire. Voilà, on ne savait pas bien faire des cultures de lymphocytes. C'est lymphocytes du sang qu'on mettait en culture et qui était la base de cette tumeur. Et puis un beau jour, c'est une petite histoire amusante, l'avion est arrivé en retard, il a été détourné vers Manchester ou Glasgow, je ne me souviens pas, parce qu'il y avait le fameux fog qui entourait tout Londres. L'avion est arrivé beaucoup plus tard dans l'après-midi, la soirée, c'était d'ailleurs un vendredi, il le raconte bien dans ses histoires, il devait partir en week-end, mais il s'est dit, bon, je vais quand même aller regarder ce qui se passe. Il a pris cette tumeur, il s'est aperçu, en fait, en regardant un microscope, qu'il y avait de nombreuses cellules en suspension. Il a cru que c'était d'abord des bactéries, parce que ça pouvait être contaminé, et quand il a mis ça en culture, globalement, au bout de quelques jours, puis de quelques semaines, il y avait des cellules qui poussaient, qui avaient donc été transformées, immortalisées par quelque chose qui s'est avéré être un virus. Et quand il a regardé en tant que microscope en électronique ce genre de choses, il s'est aperçu qu'il y avait un virus qui ressemblait à des virus herpès. Il s'est dit, je me suis certainement trompé parce que les virus herpès, le virus qu'on a, si j'ose dire, au-dessus ou au-dessous de la ceinture qui peut donner le bouton de fièvre ou ce type de lésion,
Ça ne correspondait pas du tout à des virus qui donnaient des cancers. On pensait à des rétrovirus, dont on va parler un peu tout à l'heure. Il a envoyé ça chez les grands spécialistes, tout le monde s'est un peu foutu de lui, et après, petit à petit, on s'est bien aperçu que c'était vraiment un nouveau virus herpès, qui était différent de ceux qui étaient connus, et ce virus a été appelé le virus d'Epstein-Barr. D'Epstein, c'était le nom donc de cette personne, et Barr, c'était quelqu'un qui l'aidait à mettre au point ces cultures, une Australienne d'ailleurs, qui est devenue assez célèbre dans le monde médical par la suite. C'est la première fois en fait, qu'on isolait un agent infectieux qui pouvait transformer les cellules, les immortaliser, donner des cellules cancéreuses chez l'homme. Ça a été une découverte très importante. Et vous expliquez qu'en fait, pour le développement, il faut bien sûr ce virus, mais il faut une substance chimique cancérigène et des facteurs de risque. Absolument, en particulier chez les enfants qui développent ce type de cancer, selon la localisation géographique. Par exemple, en Afrique, le paludisme est important pour stimuler les lymphocytes B qui vont proliférer, devenir des cellules cancéreuses. Dans d'autres régions du monde, c'est un peu différent. Donc il y a souvent des cofacteurs, en plus du virus, qui n'est donc pas toujours suffisant, mais qui est absolument nécessaire. Et une notion très importante pour les scientifiques, la sérendipité. Alors la sérendipité... Elle intervient dans plusieurs des histoires que vous racontez. Dans beaucoup de choses, c'est un peu la conjonction du hasard heureux. C'est pas que du hasard. C'est pas tout à fait. C'est un peu la chance sourit à l'esprit bien préparé, comme le disait Pasteur. Il faut déjà réfléchir un petit peu avant, se dire si quelque chose arrive qui est un peu bizarre, il faut pas le mettre de côté. Il faut penser que c'est peut-être quelque chose qui va être important. Donc cet aspect un peu inattendu a favorisé pas mal de découvertes. C'est un peu le découverte de Fleming et de la pénicilline, par exemple. Il y a d'autres exemples bien connus. Traîner sur une boîte, oui. Voilà. Vous êtes donc spécialiste des rétrovirus. On a parlé des virus, là des rétrovirus, et c'est donc à l'origine d'une leucémie grave, la leucémie dite à cellule T. Absolument. Donc les rétrovirus actuellement, depuis on va dire une quarantaine d'années, on en a pas mal parlé dans le domaine médical à cause du VIH, bien entendu. Ça a complètement changé la donne et même au niveau des dogmes, donc la virologie dans le monde. Mais juste avant la découverte de VIH, en 1983, donc par le professeur Montagnier, Institut Pasteur, dans lequel j'ai travaillé dans cette unité, il y a un autre rétrovirus, le premier rétrovirus humain, qui s'appelait l'HTLV1, le virus de la leucémie lymphomatée de l'adulte, qui était un virus qui donnait donc un cancer, qui donne toujours un cancer très grave. C'est une leucémie qui touche surtout l'adulte. C'est un des pires des cancers. On va dire que la médiane de survie, il y a à peu près 50% des gens, après le diagnostic, qui sont décédés dans l'année qui suit. C'est d'ailleurs des maladies, il y en a pas mal au Japon, dont l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, est quasiment égal à la prévalence, c'est-à-dire au nombre de cas que l'on trouve à un moment donné. Ce qui est extrêmement rare, parce qu'en général, les gens vivent pas mal d'années avec leur pathologie. Et donc c'est un virus qui avait été isolé à la fois, mais auparavant par l'équipe de Robert Gallo, donc aux États-Unis, qui après a fait parler pas mal de lui. Le copain de Montagnier. Exactement, le copain de Montagnier. Moi j'ai eu la chance de faire mon postdoc chez Robert Gallo et après j'ai succédé en partie à l'équipe de Montagnier, donc je connais bien la situation, c'était assez intéressant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, ce rétrovirus avait été isolé dans les années 80 par l'équipe de Robert Gallo, qui lui cherchait, c'est un personnage assez fantastique et intéressant au niveau scientifique, il cherchait à mettre en évidence la cause de certains cancers. C'était un médecin, et puis sa sœur était aussi décédée d'une leucémie quand il était petit, donc tout ça a dû beaucoup jouer. Moi, je le connaissais pas mal quand j'ai travaillé là-bas. Et donc, il a réussi à mettre en évidence un nouveau virus, qui était un rétrovirus, qui était associé causalement à cette leucémie très grave. Et en même temps, ce qui était extraordinaire, c'est que, un peu auparavant, mais ça a été décrit par la suite, les Japonais avaient vu qu'au sud du Japon, ça c'est l'étude de la distribution épidémiologique, il y avait beaucoup plus de leucémie à cellule T, à lymphocyte T, qu'on ne connaissait pas très bien. Hein. C'était le début de la différenciation entre les lymphocytes B et les lymphocytes T dans les années 70. Et il s'était aperçu que dans le sud, il y avait beaucoup plus de cette tumeur un peu particulière qu'on connaissait mal. Et ils se sont dit, il y a peut-être un facteur environnemental, quelque chose dans l'environnement, et ils ont suggéré que c'était peut-être un virus. On a deux démarches différentes. Vous dites Gallo part d'une hypothèse et les Japonais partent, eux, d'une constatation. Exactement, et je trouve que c'est un bel exemple pour montrer que souvent il faut un peu les deux, et il ne faut jamais éliminer l'un ou l'autre de ce type d'hypothèse quand ça vous tombe dessus, si j'ose dire.
Alors j'aimerais qu'on dise un mot là d'une bactérie, là qui est Helicobacter, lien avec les gastrites et surtout les cancers de l'estomac. Alors ça, c'est une belle histoire, étant donné que jusque dans les années, on va dire 75, 80, on considérait que l'estomac était un organe stérile. C'était vraiment un De dogme. l'acide chlorhydrique Il y pur avait dans de l'acide lequel chlorhydrique. rien ne peut pousser. Voilà, donc globalement, il n'y avait pas de bactéries. Et en fait, donc un anatomopathologiste qui travaillait à Perth, donc en bas et à gauche de l'Australie, si j'ose dire, une ville très isolée, mais un hôpital de qualité, a mis en évidence, en regardant en microscope, des petites biopsies de l'estomac. C'était l'époque, c'était intéressant, où on avait commencé à faire des fibroscopies, que l'on fait maintenant de façon assez courante dans les hôpitaux, mais ça permettait d'avoir des prélèvements biopsiques de bonne qualité qu'on pouvait assez rapidement regarder ou mettre en culture ou observer en anatomopathologie. Et il s'est aperçu qu'il y avait le long de la muqueuse gastrique, donc la paroi interne, des petits bâtonnets qui ressemblaient à des bactéries. Au début, tout le monde s'est un peu foutu de lui. On a dit, mais écoute, cher ami, on n'est pas sûr de ça. Pour notre génération, l'ulcère de l'estomac, c'était une maladie typiquement psychosomatique. Voilà, on le traitait plus par des antiacides et du repos, et lutter contre le stress. Et lui, il s'est aperçu qu'il y avait ces bactéries. Il a lutté dur comme fer pour le démontrer. Il s'est associé avec un jeune interne qui cherchait du boulot, en particulier pour faire une étude qu'il pouvait publier par la suite. Et globalement, en 2-3 ans, ils ont mis en évidence que ces bactéries étaient beaucoup plus fréquentes dans les cas de gastrite, d'inflammation de la paroi, dans les cas d'ulcères, et par la suite, tout le monde au début donc les a considérés comme un petit peu neuneux, on considérait que c'était vraiment pas tout à fait juste. Ils ont bien démontré ça de façon assez solide, et par la suite, ils ont même montré qu'il y avait des liens importants avec le cancer de l'estomac. Et donc maintenant, je vous rappelle que le cancer de l'estomac, c'est à peu près 800 000 cas, 5% de tous les cancers. C'est un cancer vraiment grave et fréquent, dont l'agent étiologique est dans la majorité des cas, donc cette bactérie. Mais il faut souvent, là on l'a déjà dit, des cofacteurs. Donc il se traite par des antibiotiques et des antiacides. Voilà, pour diminuer la fréquence de l'infection par ces bactéries, on donne des antibiotiques. Et ce qui a permis, entre autres, dans nos sociétés, de faire beaucoup diminuer, avec les modifications socio-économiques et de l'alimentation, ce type de cancer, alors que ça reste fréquent dans d'autres régions comme l'Asie, une grande partie de l'Asie, l'Amérique du Sud, où il y a eu moins d'interventions et où la consommation en partie de sel est très importante. Alors on arrive au terme de la première partie de notre entretien. Je citerai Jules Verne, professeur Gessin. « La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. » Absolument, c'est joliment dit. Et on continue la discussion juste après cette petite pause. On continue de parler autour de ce livre paru chez Odile Jacob, Microbes et cancers, les liaisons dangereuses, avec le professeur Antoine Gessin. À tout de suite sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.
Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. En compagnie du professeur Antoine Gessin, microbes et cancer, les liaisons dangereuses chez Odile Jacob. On continue la discussion. On n'a pas parlé, docteur Serge Rafal, dans cette première partie, et bien d'un terme dont on a un peu entendu parler récemment, une campagne de vaccination auprès des jeunes populations, le papillomavirus. Auprès des garçons, surtout. Auprès des garçons, bien sûr. Alors, il y a quelques chiffres, je vais vous faire réagir, professeur, là-dessus. Les papillomavirus, une famille très particulière, voilà, ils sont responsables du cancer du col, mais pas uniquement. Un mot, jusqu'aux années 1990-2000, les cancers de l'oropharynx surviennent chez des hommes de 60 ans. Alors, vous en avez un peu parlé dans la première partie, il faut une prophylactique de la vie tout à fait précise et particulière. Chez les alcooliques, chez ceux qui fument, ou chez les chiqueurs également de bétel dans les pays asiatiques. Absolument. Et depuis 30 ans, il y a une augmentation des cancers de la gorge et des amygdales chez des hommes plus jeunes, les 40-50 ans. Dites-nous un mot sur ce papillomavirus. Alors d'abord, on s'est aperçu en particulier dans les pays nordiques et aux États-Unis que globalement, progressivement, il y avait une augmentation de l'incidence et de la prévalence donc de ces tumeurs, qui étaient des tumeurs avant tout des amygdales, assez localisées, pas tout l'oropharynx, bien entendu, dont les autres causes, on l'a vu, c'était plutôt le tabac, l'alcool et d'autres agents disons, cancérogènes. Et on s'est aperçu assez rapidement qu'en faisant des biopsies, en faisant de l'anatomopathologie, en cherchant donc des virus en cause éventuellement au niveau des amygdales de ces tumeurs, c'était donc avant tout des papillomavirus, le 16, le 18, disons là, à peu près les mêmes types de papillomavirus que ceux qu'on trouvait au niveau du col de l'utérus, ce qui était une maladie avant tout sexuellement transmissible, pas le cancer, mais l'agent infectieux qui, par la suite, pouvait donner un cancer. Donc, c'est un peu les modifications, donc l'apparition du sexe oral et ce genre de choses qui, par la suite, ont probablement augmenté et favorisé les cancers de l'amygdale qui sont plus fréquents dans des pays comme États-Unis, Allemagne, plus fréquents que ceux du col de l'utérus. Alors, globalement, c'est ce que je dis, il y a une augmentation importante de cette incidence, alors qu'on commence à maîtriser un petit peu mieux le cancer du col de l'utérus. Donc, il y a globalement une stagnation ou une diminution, alors que ça augmente au niveau des tumeurs de l'amygdale, comme on l'a dit, aux États-Unis et dans les pays nordiques. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé la vaccination pour les jeunes garçons, là, maintenant ? Absolument. Ben, je pense qu'on va en parler là un peu plus longtemps, mais la vaccination, disons en France, chez les jeunes filles, avait été mise en place il y a de nombreuses années déjà, même si ça n'a pas eu un très grand succès, on va dire, par rapport à d'autres pays, comme l'Italie par exemple. Et maintenant, depuis quelques années, donc l'Académie de médecine et la communauté médicale a favorisé aussi la vaccination par le même type de vaccin contre ces agents infectieux de type papillomavirus chez les jeunes garçons aussi. Reste à les convaincre quand même. Oui, mais je pense que progressivement, ça va quand même rentrer dans les us. On en a parlé dans une précédente émission, il y a sur les dépistages, les hommes, ils vont moins que les femmes quand même. Absolument, bien entendu. Eh ben, on fait le lien tout de suite avec la chronique du professeur Eva Soto. C'est parti. Réfoy, Eva Soto. Radio J. Bonjour ma chère Eva. Bonjour Nicolas. Eh bien aujourd'hui vous nous parlez, et d'ailleurs pas qu'aujourd'hui, la dernière fois c'était le cas également, mais vous nous parlez à nouveau aujourd'hui de poésie. Oui, de fleurs, de couleurs et de papillomavirus. Dit comme ça, on dirait le nom d'une espèce de fleur, de papillon, de couleurs. Et en fait non, c'est pas une fleur, ni un ciel bleu, ni des nuages. C'est un virus. Certains se transmettent par contact cutané et infectent la peau. D'autres, potentiellement plus dangereux, sont effectivement sexuellement transmissibles. Un virus qui se manifeste par des verrues là où il faut pas. Pardon du langage codé, mais c'est comme ça qu'elle disait ma grand-mère pour les choses qui se disent pas. Elle disait là où il faut pas. Donc des verrues là où il faut pas. Et à terme, ça peut évoluer en ce qu'il faut pas. Alors ça aussi, c'est pour citer ma grand-mère. Ce qu'il faut pas, c'est une maladie qui peut être mortelle, donc le cancer. Bon, il y a quand même quelque chose qui rappelle la campagne là-dedans.
Parce que en se manifestant, ce virus qui se transforme, ce petit papillon viral, peut créer ce qu'on appelle des crêtes de coq. Alors, cocorico, est-ce qu'on peut faire un cocorico? En France, seuls 48% des filles et 13% des garçons de plus de 15 ans sont vaccinés. Le taux de couverture vaccinale reste faible en France. Pourtant, le vaccin est recommandé. Et les vaccins contre les cancers, il n'y en a pas tant que ça et ça évite une maladie qui peut être mortelle. Comme l'explique le site internet de BFM, les vaccins contre les cancers, il en existe pourtant bel et bien un qui permettent de réduire fortement. C'est celui contre les infections au papillomavirus, dit HPV. Alors que plus de 6400 personnes développent tous les ans en France un cancer qui y est lié, ce vaccin si peu répandu fait l'objet d'une campagne généralisée. Mais comme on l'a connu avec celui contre le Covid, il est aussi l'objet de toutes les rumeurs. Ainsi, l'enseignement catholique en France a réclamé la suspension du vaccin dans ses établissements après la mort d'un adolescent qui s'était fait vacciner. Et oui, toutes les rumeurs ont couru à ce moment-là. Résultat, après autopsie, il s'avère que l'adolescent en question n'est pas mort parce qu'il s'était fait vacciner, mais qu'il a succombé à un traumatisme crânien après une chute importante. Donc, rien à voir avec le vaccin. Rien à voir. Mais Eva, comment s'explique cette différence de vaccination entre hommes et femmes? Toujours citée par BFM, Laurence Rouloff, présidente de l'association de collecte de fonds pour la recherche sur les papillomavirus humains, explique ce faible taux de vaccination chez les garçons par une méconnaissance du sujet. On associe trop souvent le vaccin HPV au cancer des femmes et elle témoigne aussi des réactions en classe lorsqu'elle a lancé ses premières séances de sensibilisation sur la question dans les collèges en 2021. Laurence Rouloff explique « Les garçons, élèves de 3e, étaient étonnés de savoir qu'ils étaient concernés aussi. Ils savaient qu'ils étaient porteurs et qu'ils pouvaient potentiellement transmettre. Déjà, c'est pas super, mais ils pensaient que le HPV, c'était que pour les filles, c'était uniquement le cancer du col de l'utérus. » Mais les garçons qui peuvent aussi être concernés, et ça pour la responsabilisation au niveau de ce qui est lié à la sexualité ou qui se transmet par ces voies. Les filles, mères et femmes sont plus entraînées. Pilules, stérilets, IVG, libérés, les femmes leur a permis aussi d'aborder et de se sentir davantage concernées et libres d'évoquer ces sujets, de se faire suivre. Également, il y a aussi le fameux frottis. La maternité et son suivi rendent également ces questions moins tabou chez elles. Pourtant, de fait, contrairement aux idées préconçues, le vaccin anti-HPV ne prévient donc pas seulement les cancers du col de l'utérus, il permet aussi d'agir contre les cancers de la voie orale et d'autres endroits où il ne faut pas, dixit ma grand-mère, chez les hommes. L'insuffisance de la vaccination chez les garçons s'explique en partie en raison de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, surtout orientée sur la prévention des cancers du col utérin, donc limitée aux filles entre 2021 et 2030. En France, la vaccination est ainsi officiellement recommandée depuis 2007 pour les filles, mais seulement 2021 pour les garçons. Et oui, ça a pris un gros retard. Pourtant, 31%, près d'un tiers des hommes, sont de fait porteurs d'une forme de papillomavirus et donc susceptibles d'en souffrir et de le transmettre. C'est en tout cas ce qu'affirme The Lancet dans une étude publiée le 16 août dernier et menée dans 35 pays différents. Ce qui explique aussi le déficit de vaccination chez les hommes. C'est ce cliché qui relève de l'homophobie latente qui traverse nos sociétés et n'épargne pas toujours la médecine, car pendant longtemps, les gens ont cru que la vaccination des garçons était réservée aux hommes qui ont des relations sexuelles avec les autres hommes uniquement. Et il faut aussi battre cette idée reçue en brèche. Merci Eva Soto pour cette chronique. C'est une bonne nouvelle, comme ça mon petit-neveu pourra dire, il ira frimer dans la cour d'école. Voilà, je pourrais maintenant les embrasser là où il ne faut pas. Voilà, là où il ne faut pas. 13 ans quand même. Professeur, alors une réaction sur cette chronique. Pourquoi ça a été boudé pendant de nombreuses années, cette campagne de vaccination? C'était quoi le problème? C'était lié à la campagne de vaccination contre l'hépatite B ou pas?
de façon générale, bon, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais de façon générale, il est évident que les Français n'aiment pas trop se faire vacciner, surtout quand il y a des nouvelles vaccinations. On voit bien ce qui s'est passé avec le vaccin, en particulier contre l'hépatite B, donc qui avait fait quand même pas mal parler de lui, même si les rares maladies associées potentiellement à cette vaccination n'ont jamais vraiment été démontrées avec certitude sur des grandes populations. Et là encore, dans d'autres pays européens, comme l'Italie et d'autres, des pays très proches de nous, la vaccination contre l'hépatite B a beaucoup mieux marché, si on considère que ça marche quand on vaccine beaucoup de monde, bien entendu. Mais ça a fait diminuer certainement une incidence non négligeable des hépatocarcinomes, même s'il y a d'autres causes. D'autre part, la vaccination chez les jeunes filles, qui était d'abord, je crois, préconisée, disons, entre 12 et 15 ans, il y a une dizaine d'années. C'était un petit peu difficile, comme on l'a bien entendu dans la chronique tout à l'heure, parce qu'on touchait à la sexualité en partie des enfants. Donc c'est un petit peu délicat dans les familles aussi de parler de ce genre de choses parfois. Donc c'est pour ça que l'Académie de médecine et les structures de santé en France ont fait diminuer l'âge maintenant de la vaccination, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et on est beaucoup plus, comme on l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit, en train de vacciner plutôt les enfants qui ont entre 8 et 12 ans, globalement. Je ne me souviens plus exactement donc, des directives, mais c'est pour les garçons, c'était en collège, en 5e, en fait. Voilà, donc on doit être aux alentours de 11-12 ans, quoi. Voilà, et là, je pense qu'il faut rassurer les auditeurs, parce que l'accident est un accident finalement pas de la vaccination. Je crois qu'il y a eu un malaise vagal. Alors la vaccination est en cause, mais pas le contenu de la seringue. C'est survenu, je crois, 15-20 minutes après, ce qu'on voit de temps en temps avec des patients qui... Il y a une chose qui est quand même très importante. Si on voit maintenant, comme je l'ai dit, ça n'a été pas beaucoup initié et fait en France, ce type de vaccination, même si ça se développe beaucoup actuellement. Mais dans des pays, par exemple, anglo-saxons, en Australie, où vraiment la vaccination contre les papillomavirus chez les jeunes filles a été mise en place bien avant nous et à un niveau beaucoup plus important, on est en train de faire diminuer, voire disparaître quasiment le cancer du col de l'utérus. Donc là, on est dans des faits, c'est factuel. Il y a eu extrêmement peu d'accidents. Et d'autre part, le cancer du col, c'est quand même quelque chose de très grave. C'était assez fréquent et c'est un cancer qui reste grave. Et donc, c'est en train de diminuer de façon considérable dans de nombreux pays, en particulier les pays aussi nordiques, où le nombre de gens vaccinés, la proportion relative par rapport à la population est beaucoup plus importante que chez nous. Donc, mais c'est certain que progressivement, cela va être mis en route, va se développer et on va voir probablement diminuer au moins la part respective des cancers associés à ces papillomavirus, même si on sait que ce type de cancer peut aussi avoir des cofacteurs, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc, il faut toujours faire attention au niveau des chiffres, mais il est évident que ça va faire diminuer l'incidence et la prévalence des cancers associés aux HPV, ce qui est quand même extrêmement important. C'est une bonne nouvelle. Racontez-nous, parce que vous en parliez tout à l'heure, l'hépatite B. Dans les années 70, il y avait un lien entre hépatite B et le cancer du foie. Notamment, on a dit, enfin vous n'avez pas dit, mais c'est quand même près de 300 millions de personnes qui vivent avec ce virus, avec cette hépatite B, et seulement 10% qui le savent, qui sont au courant. Et il y a près de 1,5 million qui contractent l'infection chaque année, et pourtant elle est assez dévastatrice. Oui, mais malheureusement, que faire? Ce type de constat existe aussi pour d'autres agents infectieux. Si on parle du VIH, même dans les populations d'origine africaine ou qui vivent en Afrique, il reste quand même pas mal de gens, malheureusement, qui s'infectent chaque année. Et c'est exactement la même chose pour l'hépatite B. Alors l'hépatite B, donc il y a de l'ordre de 300 millions de gens qui sont infectés. Il y a une petite proportion de ces gens-là. Je rappelle, l'hépatite B, ça donne avant tout la jaunisse au départ, quand on a des signes cliniques. Dans certains cas, ça ne donne pas de maladie. Dans un certain nombre de cas, un petit peu comme tout à l'heure, il y a des étapes il y a de multiples étapes pour développer un cancer. On peut avoir donc une atteinte avec une cirrhose, par exemple, et puis par la suite, ça fait un peu le lit du cancer. Mais il faut savoir qu'il y a de l'ordre de peut-être 1%, voire moins, des gens qui ont une cirrhose ou qui ont une hépatite B chronique qui vont développer un cancer. Mais étant donné qu'il y a 300 millions de personnes qui sont infectées, ça fait quand même du monde, malheureusement, même si la proportion relative est moindre. Et la vaccination contre l'hépatite B, qui a été très bien démontrée
dont l'efficacité a été très bien démontrée par des études absolument admirables, en particulier à Taïwan. Ça a été vraiment des travaux publiés dans le Lancet, cette revue anglaise de très grande qualité, par des épidémiologistes américains et anglais. Et là, il y a un lien de causalité, de diminution du nombre des cancers du foie, en particulier chez les adolescents et chez les jeunes adultes, considérable après une vaccination. Ils ont suivi en gros des dizaines de milliers de personnes et se sont aperçus que tous ceux qui avaient été vaccinés, il y en avait extrêmement peu qui développaient un cancer du foie, alors que si on n'était pas vacciné, on avait peut-être de 10 ou 100 fois plus de gens qui développaient un cancer du foie. Donc là, il y avait un lien, c'est un vaccin qui marche très bien. Et malheureusement, en France, ce bruit qui a couru de cas de sclérose en plaques qui aurait pu être déclenché par le vaccin de l'hépatite B. Il y a la sclérose en plaques, c'est un autre domaine, mais dans les antécédents des gens qui développent une sclérose en plaques, il y a de temps en temps des vaccinations de façon très générale, et on pense qu'il y a peut-être un lien. Le lien de causalité est difficile à démontrer car il ne s'agit pas d'un grand nombre de cas. Et par rapport au nombre de gens vaccinés, c'est extrêmement minime. Bien entendu, pour les rares personnes qui peut-être sont associées à ce type de développement, c'est catastrophique. Mais au niveau populationnel, c'est quand même un vaccin qui globalement marche bien et qui devrait faire diminuer, en particulier dans les zones de forte endémie. Je vous dis une partie importante de l'Asie, par exemple en Chine, où beaucoup de gens sont maintenant vaccinés contre le virus de l'hépatite B. On va faire diminuer de façon très importante le nombre de cas de ce cancer qui reste extrêmement grave quand on le développe. La thérapeutique de l'hépatocarcinome, du cancer du foie, c'est quand même assez complexe. On a un vaccin contre l'hépatite A, on a un vaccin contre l'hépatite B, on n'a pas de vaccin contre l'hépatite C. Alors, on n'a pas de vaccin contre l'hépatite C. Je n'ai pas trop le temps ici de développer pourquoi, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu complexe au niveau donc, de la technologie, mais pour l'instant, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. Par contre, on a une thérapeutique contre l'hépatite C qui marche extrêmement bien. En 12 semaines. Et on peut, en quelques semaines maintenant, et avec des coûts qui diminuent de plus en plus, dans nos sociétés, ça coûte encore assez cher, mais dans d'autres régions, il y avait beaucoup d'hépatite C, comme par exemple l'Égypte et d'autres régions du monde, il y a eu une dépression très importante de l'OMS, des gouvernements et des boîtes privées, et on a fait diminuer de l'ordre de 10 à 100 fois moindre le prix, et maintenant on peut éliminer, on est complètement guéri après quelques semaines de traitement. Et donc, bien entendu, avoir un vaccin, ce serait formidable, mais là, on a quand même une thérapeutique qui permet de faire disparaître un agent infectieux, oncogène, qui donne quand même de l'ordre, on considère, entre 100 et 200 000 cas de cancer du foie par an dans le monde. Et c'est le moment de notre chronique en compagnie du docteur Vladimir Mitz. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Bonjour cher Vladimir. Bonjour chers amis, bonjour mon cher confrère. Vous nous parlez cette semaine du noma, cette nécrose destructrice de la peau du visage qui serait liée à la poste rougeole. Qu'est-ce que c'est que le noma exactement? Voilà, je suis très content de vous raconter cette histoire qui vient un peu en droite ligne de ce dont on vient de parler. Petit microbe, gros dégâts. Le noma n'est pas très connu, c'est une maladie qui a même sévi en Europe lorsqu'il y avait de la malnutrition, des enfants qui étaient dans les rues, qui avaient une immunité faible, et actuellement, on observe entre 40 et 80 000 cas en Afrique, notamment au Burkina Faso, mais un petit peu partout aussi dans le monde où il y a encore des camps, des malnutritions. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des enfants dont les défenses immunitaires sont faibles et qui, à l'occasion d'une maladie infectieuse, souvent la rougeole, mais ça peut être une angine, ça peut être n'importe quelle atteinte microbienne, ne se défendent pas. Il commence à se produire un petit taft qui petit à petit grossit, détruit les tissus, et ce sont des enfants qui survivent, mais la cicatrisation entraîne un blocage complet de la mâchoire. Parfois la bouche est fermée, mais on voit les dents sur le côté parce qu'il y a un trou dans la joue. Et donc, personnellement, j'ai eu l'occasion de traiter des enfants qui étaient atteints de cette maladie parce que la France est un grand pays humanitaire et qu'il y avait des liaisons humanitaires entre les pays d'Afrique et les hôpitaux où j'ai travaillé. Et on nous envoyait ces enfants pour essayer de les rendre un peu plus humains, entre guillemets, parce que les voir était quelque chose de terrorisant, même pour les populations locales. Et là, cette réparation, elle est très complexe. On ne peut pas faire simplement une greffe,
il faut vraiment faire enlever les tissus qui sont morts et faire un protocole de réparation où, plan par plan, on va refaire la muqueuse, c'est-à-dire l'intérieur de la joue, la peau, les muscles, les os, pour leur redonner une apparence qui soit supportable. Et une des meilleures techniques pour le faire s'appelle les lambeaux libres, c'est-à-dire qu'on va chercher au niveau du corps humain des structures qui peuvent s'apparenter à celles de la joue et les rebrancher par microchirurgie. Donc il faut un microscope et une installation assez complexe. Et ce sont des opérations qui ont été donc faites en France, un peu partout dans le monde, en Allemagne, mais surtout d'ailleurs en Suisse. Une équipe suisse a été très bien reconnue. C'était l'équipe du professeur Montandon avec une chirurgienne qui s'appelle Pittet, qui ont fait une remarquable présentation de 400 cas à l'Académie de chirurgie en 2019 avec des magnifiques résultats. Donc, une maladie terrifiante qui existe encore, malheureusement qui n'est pas éteinte. C'est dans les pays sous-développés uniquement? Essentiellement dans les pays sous-développés. Pourquoi est-ce qu'on sait? Eh bien, parce que ce sont des enfants qui ne se nourrissent pas suffisamment. On sait que dans ces pays-là, il y a des camps, il y a des situations locales qui fait que l'apport en protéines, notamment, n'est pas suffisant. Et puis aussi une faiblesse peut-être génétique de la défense immunitaire qui fait qu'il y a entre 40 et 80 000 cas dans ces pays africains et tous, évidemment, ne sont pas soignés. L'idéal serait de prévenir, de faire en sorte que le nomade n'apparaisse pas. Mais pour cela, il faut vraiment que les apports alimentaires puissent être acheminés et que ces pays qui sont encore un peu isolés puissent profiter un peu de la manne des pays du monde libre. Vous parliez de réparation. Est-ce que c'est une réparation un peu retour à la presque normale ou quel est le visage? Que devient le visage alors de l'enfant ou de la personne atteinte par ce noma? Heureusement, dans beaucoup de cas, il y a une réparation très satisfaisante parce qu'il n'y a pas eu de blocage interdentaire. Le pire des cas, c'est parce que la rétraction a presque fusionné la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Ce sont donc des enfants qui ne peuvent plus ouvrir la bouche, et donc même pour se nourrir, c'est compliqué. Et donc la cicatrisation est difficile. Et donc là, ce sont des opérations extrêmement complexes. Mais on peut admettre que dans les 2 tiers des cas, la réparation leur redonne un visage humain, avec quelque chose qui est particulier, c'est que la peau des enfants de couleur, elle est foncée souvent. Et quand on fait ces greffes de tissu, ces lambeaux, ils sont encore un petit peu plus foncés que leur peau normale, mais cela ne les dérange pas. On a beaucoup d'attestations de ces enfants qui sont maintenant souriants et réadaptés à la vie normale. Avez-vous déjà vu, professeur, un enfant avoir ce noma sur le visage? Oui, je vous ai dit rapidement, donc je travaillais pas mal beaucoup en Afrique. En Afrique et en particulier, même si c'est pas du tout mon domaine, donc j'ai vu dans un certain nombre d'hôpitaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, donc des enfants qui avaient donc ce type de maladie, ces nomas, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et comme vous l'avez très bien dit, cher confrère, à part le dégât esthétique, il est évident que c'est souvent difficile de s'alimenter et c'est quelque chose de considérable. Et ça fait vraiment partie des maladies dites négligées sur lesquelles on devrait plus travailler, car aussi bien au niveau de la prévention qu'au niveau de la thérapeutique, on peut quand même faire des progrès considérables. Et pour les enfants qui souffrent de ce type de maladie, c'est véritablement des miracles. Hein. Il nous reste 2 minutes à passer ensemble, moins de 2 minutes. Vous avez en partie répondu tout à l'heure, j'allais vous poser la question sur le cancer du foie. Pourquoi est-il de plus en plus fréquent en France? C'est le 6e cancer le plus fréquent, avec 850 000 cas par an. Pourquoi il serait de plus en plus fréquent? Alors ça, c'est une très bonne question, car aujourd'hui, on a essayé de montrer, et on l'a bien montré, qu'il y avait par exemple une vaccination contre le cancer du foie, même si on n'utilise pas énormément en France. Dans d'autres pays, on a tendance à faire diminuer l'incidence donc du cancer du foie de façon non négligeable. Par exemple, en Chine, il y a beaucoup d'hépatite B, la vaccination a été beaucoup mise en place, et on a une diminution importante du nombre de cas. Mais il faut bien voir qu'il y a ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Il y a donc des modifications sociologiques des différentes populations, socio-économiques, socio-culturelles, et par exemple, dans nos sociétés, même si on est pas mal vacciné contre l'hépatite B, pas encore autant qu'on le pourrait, on a dans nos sociétés, par exemple, une augmentation de l'obésité. L'augmentation de l'obésité dans nos sociétés occidentales, qui commence à arriver aussi dans des populations, c'est la transition épidémiologique comme en Afrique, par exemple, où on passe de maladies plutôt infectieuses à des maladies de surcharge.
Et on voit qu'une des causes principales maintenant du cancer du foie, c'est en particulier la stéatose hépatique, c'est-à-dire le fait d'avoir de la graisse dans le foie. Et donc, on aurait tendance à penser qu'on diminue la prévalence et l'incidence des cancers du foie en France, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Comme vous l'avez bien dit, on a tendance à augmenter parce qu'on a beaucoup plus des autres facteurs, cofacteurs ou autres agents qui sont responsables aussi du cancer du foie. Donc c'est cet équilibre qui est en train de changer et malheureusement, ça a tendance à augmenter. Mais on termine quand même sur un message d'espoir avec ces nombreuses controverses contre les vaccins qui constituent pourtant un des progrès les plus importants de l'histoire de la médecine. Il n'y a pas de vaccin contre la stupidité, disait Albert Einstein. Je rappelle le titre de votre ouvrage, professeur Antoine Gessin, Microbes et cancer, les liaisons dangereuses. Passionnant, paru chez Odile Jacob. Merci Vladimir Mitz, merci Dr Serge Rafal, merci au Dr Serge Surpin du côté de la réalisation et à très bientôt sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.